Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 4 jours après l'élection présidentielle au Cameroun, incertitude toujours quant à l'issue du scrutin, climat social et politique tendu. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel pour les résultats de ce scrutin marqué par une forte abstention en zone anglophone. Puis le Togo qui adhère à Afreximbank. Qu'est-ce qui devrait changer avec cette adhésion à la Banque africaine d'import-export? Réponse à suivre dans ce journal. Les droits d'auteur, un droit quasi inexistant sur le continent. Le secteur culturel est menacé par le manque de protection. De nombreux musiciens, écrivains et cinéastes s'inscrivent dans des sociétés étrangères. Une problématique qui se pose notamment en Côte d'Ivoire. Mais avant de développer ces titres, l'annonce du nom de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF qui devrait être annoncée dans quelques heures à l'issue du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se poursuit à Erevan en Arménie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est pressentie pour prendre la tête de l'organisation. Une candidature de la ministre des Affaires étrangères du président Paul Kagame qui divise. Les critiques sont nombreuses. La Rwandaise reste néanmoins en bonne position pour succéder à la Canadienne Michaëlle Jean en place depuis 4 ans. L'annonce devrait donc intervenir cet après-midi. Les Camerounais, toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre, entre nouveaux visages et habitués des joutes électorales. Ils sont 8 à briguer la magistrature suprême. Les résultats devraient être annoncés dans les prochains jours pour ce scrutin à un tour marqué par des violences dans les régions anglophones de l'Ouest et par des dénonciations de fraude. 2 des 8 candidats se déclarent par ailleurs toujours vainqueurs du scrutin. Reportage Dassa. Depuis la fermeture des bureaux de vote au Cameroun, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Via Facebook, Twitter ou WhatsApp, les résultats provisoires issus du dépouillement dans les bureaux de vote arrivent de partout. Un état de fait qui est d'ailleurs prévu par le Code électoral camerounais en matière de proclamation des résultats. L'article 113 du dit Code prévoit en effet qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il se trouve que par le jeu de téléphone portable, d'Internet, les gens s'échangent des chiffres vrais ou faux pour essayer d'influencer l'opinion publique. Cette pratique, elle est dangereuse parce qu'effectivement, elle peut nourrir chez certains Camerounais l'idée que leur champion a gagné et que le résultat du Conseil constitutionnel serait, n'est-ce pas, une manipulation des dits résultats. Dans son article 117, cependant, le Code électoral confie la proclamation officielle des résultats globaux au Conseil constitutionnel, et ce dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de clôture du scrutin. Cependant, le risque d'une vague de contestation des sympathisants de certains candidats suite à la proclamation des résultats officiels n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il est important qu'après cette élection, l'ossature réglementaire sur le contrôle, n'est-ce pas, d'Internet dans le processus électoral soit mieux vu parce que c'est un phénomène nouveau et comme on n'en a pas l'habitude, moi je pense qu'il serait de bon ton, comme on dit chez nous, de supporter un peu ce qui se passe actuellement et de gérer, n'est-ce pas, l'espace post-électoral en évitant que le Cameroun ne sombre dans la crise comme ce fut le cas au Kenya ou en Côte d'Ivoire. Les procès-verbaux issus des 24 988 bureaux de vote, après recensement, sont transmis dans les 48 heures suivant la clôture du vote aux 58 commissions départementales de supervision. En Égypte, 17 personnes écopent de la peine de mort pour des attentats perpétrés contre des églises coptes en 2016 et en 2017. Attentats du Caire en décembre 2016 et de Tanta et Alexandrie en avril 2017. Des attaques revendiquées par l'État islamique qui ont fait 74 morts. Le verdict a été rendu ce jeudi par un tribunal militaire. Au total, 46 personnes ont été condamnées pour ces attentats qui avaient entraîné l'état d'urgence.
Tito Mboweni, nouveau ministre des Finances en Afrique du Sud, il succède à Lola Néné qui, sous le coup d'une enquête pour des faits de corruption, a dû démissionner. En toile de fond de son départ, la sulfureuse famille Gupta. Cette démission, un revers politique pour le président Jacob Zuma qui s'est fait fort depuis son arrivée au pouvoir d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie. Sharon Kamara. Le gouvernement sud-africain est une fois de plus touché par des accusations de corruption, alors que le président de la République, Cyril Ramaphosa, avait annoncé vouloir lutter contre la corruption au plus haut sommet de l'État. Son ministre des Finances vient de déposer sa démission le 9 octobre 2018 face à la pression politique et publique suite à une affaire de corruption. Après avoir dûment pris en compte les circonstances entourant cette affaire et dans l'intérêt de la bonne gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Lola Néné est accusé d'entretenir des liens avec la sulfureuse famille Gupta, impliquée dans des détournements de marché et de corruption. La famille Gupta est aussi connue pour être proche de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma. Après la démission de M. Néné, j'ai décidé de nommer Tito Mboweni au poste de ministre des Finances avec effet immédiat. Tito Mboweni est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Ce dernier aura le défi de regagner la confiance des Sud-Africains et de relancer l'économie sud-africaine qui est entrée en récession au deuxième trimestre de l'année pour la première fois depuis 2009. Le Togo dit oui à Afreximbank. Le Parlement a donné son feu vert pour adhérer à la Banque africaine d'import-export. Vote du projet de loi qui autorise le Togo à adhérer au texte fondateur de l'institution financière qui œuvre pour la promotion et le développement des échanges commerciaux entre pays africains. Marcel Farba-Maroun. L'Assemblée nationale togolaise a voté à l'unanimité le projet de loi examiné par le gouvernement courant juin 2018, autorisant l'adhésion du pays à l'accord portant création d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Objectif de ce projet, promouvoir et développer les échanges commerciaux du Togo vis-à-vis des pays africains, voire au-delà. D'abord, c'est une très bonne chose, puisque vous savez que l'essentiel de la valeur ajoutée que crée l'Afrique vient souvent et depuis longtemps du commerce, les échanges. Sauf que ces échanges sont très égalitaires dès qu'on sort et qu'on va vers des pays dont les technologies d'industrialisation sont de loin plus avancées. À travers cette adhésion, le Togo pourra participer à l'actionnariat d'Afreximbank et profiter des concours financiers ainsi que du soutien à l'accroissement des exportations de la part de l'institution financière. En outre, elle permettra d'assurer la croissance du secteur privé togolais, mais également le développement des infrastructures de transport et de logistique, ainsi que l'augmentation des capacités de production énergétique. 60-70% de nos populations sont très jeunes, donc n'ont pas cette éducation d'abord industrielle, entrepreneuriale, et enfin ce domaine de l'automatisme qui va jusqu'à ce qu'on appelle nous les innovations disruptives. Donc tous ces éléments-là doivent se faire quasiment en concomitance. La Banque africaine d'import-export a été créée en mai 1993 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le souci de faire face aux différents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain. Les droits d'auteur en Afrique, hormis la Tunisie et le Libéria, les pays africains ont élaboré une législation protectrice que très tardivement, à savoir les années 70-80. Mais ces dernières années, on assiste à un bond en avant dans la collecte des droits d'auteur. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Olivier Conan. Vers le paiement de droits d'auteur par les candidats aux élections locales. Le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, mène une campagne de sensibilisation auprès des candidats aux élections municipales et régionales afin que l'utilisation des œuvres musicales donne droit à la perception des droits d'auteur. Déjà, de nombreux candidats se bousculent à nos portes pour demander l'autorisation d'utiliser nos œuvres. Et je pense que c'est une bonne chose. L'espace politique n'est pas exempté du droit d'auteur. Ces acteurs politiques devraient donner l'exemple à la population. Du respect des droits des acteurs culturels. La majorité des candidats refusent de payer pour l'utilisation des œuvres des artistes, mais l'initiative est accueillie favorablement par certains candidats soucieux de respecter la loi. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, parce que moi-même j'ai été acteur, grand acteur dans le domaine culturel. J'ai fait venir plusieurs artistes, et non des moindres, comme Alan Kaveh. Donc c'est tout à fait normal, j'accepte ce concept et j'invite même tous les candidats à venir payer leurs droits pour accompagner nos jeunes frères artistes, musiciens.
En 2017, le Burida a collecté 2,4 milliards de francs CFA auprès des éditeurs et utilisateurs des œuvres de l'esprit. 950 millions de francs CFA ont été distribués aux sociétaires comme droits d'auteur et autres droits voisins. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.